Je voudrais vous dire que je suis vraiment content donc d'être invité parce que je crois que les sols, c'est quelque chose d'aussi important que méconnu. Je dis souvent que les sols sont les placentas, le placenta de l'humanité. Et ça a ceci de vrai que c'est ce qui nous nourrit et que personne n'a jamais vu son placenta. Et qu'alors même que nous mettons les pieds sur terre, nous ne le voyons pas, ce sol, comme un placenta. Et donc, cette comparaison, elle est très forte, elle est très vraie. Et donc, moi, j'en ai fait une croisade, ce qui me vaudra d'ailleurs de disparaître de chez vous à 10h30 pour raconter ça à d'autres gens, parce que vous êtes presque convaincus en réalité de ce que je vais dire, mais nos concitoyens, eux, sont très loin de réaliser le quart de ce que je vais vous dire. Or, c'est eux qui peuvent décider de la suite. Une suite où il faudra comprendre que le sol est plein de vie et que cette vie du sol, elle, non seulement n'est pas visible parce que le sol n'est pas transparent, mais en plus, elle est souvent trop petite pour être vue. Les champignons, par exemple, qui habitent les sols, sont des microbes. C'est-à-dire qu'au-delà de la partie reproductrice qu'on voit de temps à autre, il y a, on le devine en bas, mais à peine, le mycélium, c'est-à-dire ce réseau de filaments qui font 1/10 de millimètre, qui grandissent en se ramifiant, en se reconnectant entre eux et qui établissent en fait un réseau qu'on appelle le mycélium. Ces filaments, disais-je, c'est le champignon au jour le jour et ça en fait un microbe au jour le jour. C'est pas les seuls microbes du sol, il y a aussi les bactéries qui sont présentes dans le sol. D'ailleurs, l'odeur de terre, c'est en fait l'odeur d'actinobactéries comme les streptomyces. Il y a aussi des bactéries qui sont 10 fois plus petites que les champignons, mais qui sont donc beaucoup plus abondantes, puisqu'on peut mettre beaucoup plus de bactéries que de champignons dans le même volume. C'est pas tout, il y a aussi des amibes dans le sol qui ont un rôle très important, notamment dans la régulation des populations bactériennes. Pour ceux qui le connaissent, c'est le modèle de Clarom, et le modèle de Clarom, il est très très peu enseigné et très peu connu, mais en gros, s'il n'y avait pas des amibes pour manger les bactéries feraient main basse sur toutes les ressources qu'utilisent les plantes. Donc il n'y aurait pas de plantes. C'est aussi bête que ça, et c'est aussi méconnu que ça. Amibes, bon, on a fini pour les microbes. On ne doit pas oublier les racines. Le tiers de la plante est souterrain, et donc la plante est en partie un organisme du sol, même s'il est plutôt un organisme d'interface. Et puis, il y a une diversité animale colossale, qui elle est plus représentée dans l'imaginaire collectif, car on les voit, car ils bougent. Et puis, on a tout un tas de dispositifs pédagogiques qui permettent pour les plus petites d'entre eux de les observer en travaux pratiques. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, quand on regarde ces groupes, c'est que beaucoup de ces groupes ne sont pas arrivés vraiment à sortir de l'eau. Je m'explique. À partir de leurs ancêtres aquatiques, ils n'ont pas réussi à affronter les conditions desséchantes de la surface. Et ils sont réfugiés dans les sols. Les vers, les colamboles, les nématodes ne sont pas des organismes que vous verrez à la surface. Et en fait, le sol offre un habitat plus facile à coloniser à partir d'un niche écologique aquatique, d'où vient l'essentiel du vivant, tout le vivant en fait. Plus facile à coloniser, disais-je, que les surfaces émergées. 1 gramme de sol, c'est des milliers d'espèces de bactéries, un bon millier d'espèces de champignons, des centaines d'espèces d'amibes. 1 hectare de sol, c'est, dans des conditions standards de sol relativement fertiles, 3,5 tonnes de bactéries, 1,5 tonne de champignons, 5 tonnes de racines, et seulement, et là vous voyez que la surreprésentation dans la façon dont on voit le monde du sol, la surreprésentation des animaux ne tient pas, seulement 1,5 tonne d'animaux. C'est donc beaucoup moins, et pour le coup, c'est pas étonnant parce que la plupart du temps, ils mangent des microbes et des racines, donc il ne peut pas y avoir plus de mangeurs que de victuailles, ou alors il faut croire à la croissance. Près de 25% donc des espèces connues vivent sous terre, et je parle de celles auxquelles on a donné un nom, et non pas de celles qui ne sont pas nommées, mais qu'on connaît par leur ADN et dont on sait qu'elles sont 100 fois plus nombreuses au moins. En France, l'atlas qu'on doit à l'INRA de Dijon, aux collègues de l'équipe de Lionel Rangeard, la France, pays de 200 espèces de mammifères, 600 espèces d'oiseaux, 14 000 espèces d'insectes, eh bien il y a 115 000 espèces de bactéries rien que dans les sols. Et au total, les sols représentent entre la moitié et les 3/4 de la biomasse vivante, et plus si on compte la biomasse morte. Ça veut dire que ça se passe là et que les écosystèmes terrestres, en fait, leur barycentre est plutôt dessous que dessus, quoi que l'œil nous suggère, quoi que l'illusion de ne pas voir le sol nous suggère. Les écosystèmes terrestres sont dans les sols. Nous n'en voyons et nous ne vivons que parmi les expansions. Alors, cette idée-là, elle est basée sur des poids, sur des nombres d'espèces, mais elle est aussi basée sur la biodiversité fonctionnelle, car il faut bien voir que derrière un tel nombre d'espèces, il y a un très grand nombre de fonctions qui sont remplies. Et je voudrais vous montrer qu'en fait, les grandes fonctions qui font les sols, eh bien, elles sont vivantes. Regardez plutôt.
La décomposition, c'est cette idée qu'on n'a pas d'ailleurs en ville où on est obligé de ratisser les allées gravillonnées ou les allées bituminées. La matière organique qui arrive au sol se fait lentement digérer, elle disparaît. Ce processus de décomposition, il est plus ou moins lent. Dans cette hêtraie de 150 ans d'âge, il y a 50 feuilles, il n'y a pas 150 ans de feuilles. Et la plupart du temps, dans les sols fertiles, cette décomposition s'opère plus rapidement. J'ai choisi comme exemple de décomposition des champignons qui font des rondes sorcières. On a ça dans les pâtures ou dans des jardins. Et ces champignons-là, typiquement, sont des champignons qui mangent une fraction de la matière organique du sol. Et leur disposition en ronde sorcière s'explique assez simplement. Le mycélium est en couronne, car au milieu, il y a la zone où toutes les formes de matière organique exploitables par le champignon ont été mangées et où il meurt d'inanition. Mais il croît vers la périphérie à partir d'un point central où est arrivée la spore qui a fondé ce mycélium. Et donc, il y a un front de croissance. Alors, pourquoi je vous montre ça ? Parce que là, on est typiquement sur un des champignons qui boulotte cette matière organique qui arrive au sol. Et il y a là une zone de nutrition active où le champignon réalise ce que font tous les organismes qui se nourrissent. C'est-à-dire qu'une partie de ce qu'ils exploitent fait leur biomasse, et ça explique la croissance vers l'extérieur de ce rond de sorcière, mais une autre grande partie, ce sont des déchets de la respiration, c'est-à-dire du CO2, mais aussi, il faut bien le réaliser, notre urine à nous, exporte ça tous les jours, des cendres. La respiration est un feu cellulaire. On l'enseigne très mal, mais des fois, il faut désaminer. Des fois, il faut déphosphater. Des fois, il faut déthioniser. Enfin, il faut retirer des thiols. Vous y êtes. L'histoire, c'est qu'il y a tout un tas de résidus minéraux qui sont produits par la minéralisation, que nous excrétons par l'urine, mais qui sont balancés directement dans le sol par les champignons. Et ça, en fait, ça se voit sur cette image. Car, je ne sais pas si le contraste est assez bon pour que vous le perceviez, mais l'herbe est plus verte là où se trouvent les champignons. Et d'ailleurs, il y a très fréquemment, à la saison où on ne voit pas le champignon par ses parties reproductrices, des cercles d'herbes grasses que l'on peut voir même à l'échelle paysagère dans des endroits qui n'ont pas été labourés depuis longtemps. Je reviendrai là-dessus. On a des traces très nettes de la présence du champignon par un effet fertilisant sur la végétation. Pasteur d'ailleurs avait remarqué ça, qui disait que sans les microbes, l'œuvre de la mort serait incomplète. Parce que la décomposition ne se ferait pas, parce que les cadavres s'entasseraient. Et ce rôle de recyclage, on peut le dire, puisque ça va recréer des briques élémentaires dont les végétaux pourront refaire ensuite de la matière organique, c'est une des fonctions majeures de la vie du sol, et notamment des micro-organismes. Alors dans le sol, il y a bien sûr de la matière organique, mais vous percevez bien sûr que jusqu'à la surface, il y a aussi des morceaux minéraux, des éléments minéraux. Et une idée générale simple, c'est que les minéraux s'altèrent dans l'eau et se dissolvent lentement dans l'eau. Alors, c'est tout à fait vrai. Mais si vous trempez 6 mois un morceau d'apatite, un cristal d'apatite, qui est donc quelque chose qui potentiellement est une source de phosphore, dans l'eau, 6 mois après, la surface paraît non altérée. Je dis bien paraît parce qu'elle s'est faiblement, mais de façon très homogène, elle s'est faiblement dissoute. Et c'est très lent. Si par contre, avant ces 6 mois, vous avez rajouté un peu de jus de sol, eh bien, votre cristal paraît extrêmement altéré et dans les trous, il y a des biofilms. En effet, l'altération chimique est un processus qui existe bel et bien et qui libère tout un tas de choses parmi lesquelles se trouvent des éléments nutritifs, mais c'est un processus lent. Certains organismes, et notamment des microbes, réalisent des biofilms qui leur permettent d'exploiter plus vite ces ressources. Et pour eux, c'est une façon de gagner un complément minéral, un complément alimentaire minéral. Et ils augmentent cette vitesse de dissolution de 3 façons. La première, c'est qu'ils font des biofilms avec des gels qui retiennent l'eau, donc le temps d'imbibition est plus long. La deuxième, c'est qu'ils émettent de l'acidité qui déstabilise, en fait qui catalyse la disparition, la dissolution. Puis une troisième façon qui est toute bête, c'est qu'en captant une partie de ce qui est libéré, il joue sur l'équilibre de dissolution en faisant disparaître le membre de l'équation de dissolution qui est la forme dissoute. Donc il y a des phénomènes de captation qui tirent les équilibres de dissolution vers les formes dissoutes par exploitation de ces formes dissoutes. Mais il y a des fuites, et au total, l'altération biologique se retrouve plus rapide que ne l'était l'altération minérale. Et au total, donc, on voit bien que l'un des effets de la vie du sol, c'est de détruire lentement, pas au point qu'il n'y en ait pas. C'est une salle d'attente, en fait, là. Mais dans cette salle d'attente, les minéraux et la matière organique sont en devenir, et ce devenir, il s'appelle fertilité.
Alors, on n'a pas tout à fait fini parce qu'il y a aussi des trous et ces trous sont remplis d'air. Et figurez-vous que l'air du sol est aussi exploité par la vie du sol. Par exemple, le sol respire. Ce qui veut dire qu'il capte de l'oxygène, il consomme de l'oxygène et renvoie du CO2. Vous voyez que même les ressources gazeuses sont utilisées. Et évidemment, vous me voyez venir avec des bottes. Il y a toutes ces plantes et tous ces micro-organismes qui sont capables d'utiliser l'azote atmosphérique et de le faire rentrer dans le sol. Alors, souvent on me dit, oui mais Marc-André, des fois il y a de l'azote qui arrive sous forme particulière, ou sous forme de dépôt, ou sous forme d'excréments d'animaux. Bon. Et donc tout l'azote ne vient pas de la source que je vais dire. Ouais, mais enfin, ça vient de quelque part, et finalement il faudra qu'à un moment ça rentre dans le système, et ici ou ailleurs, l'azote qui maintenant est dans le sol, il est rentré de la façon suivante. Il est rentré soit par des plantes fixatrices d'azote, soit par des bactéries fixatrices d'azote, à partir de l'azote atmosphérique. Voilà par exemple des racines de légumineuses, avec ces nodosités qui abritent des rhizobiums, nourris par la plante, bien sûr, en sucre. Eh bien, ces rhizobiums sont capables, moyennant l'énergie que leur donne la plante, de réaliser une opération assez coûteuse énergétiquement, qui est la transformation de l'azote atmosphérique en ammonium et de là en acide aminé. Une partie de cet azote fixé est donnée à la plante en échange du sucre, et ça fait des légumineuses, des plantes extrêmement riches en azote, bien plus que le sol sur lequel elles poussent pourrait laisser l'attendre. Mais la réalité qui se cache derrière est une réalité microbienne, et d'ailleurs dans les sols, on connaît des bactéries libres, comme les azotobactères ou les azospirillum, qui réalisent tout seuls cette opération, mais avec une efficacité moindre, car eux se retrouvent au four et au moulin. Ils doivent à la fois réaliser cette fixation de l'azote et trouver les ressources énergétiques, donc les ressources carbonées nécessaires à le faire dans le milieu. Leur action est réelle, notamment dans la rhizosphère où il y a beaucoup de carbone déposé, mais il est néanmoins moins fort, moins efficace en termes de fixation de l'azote que ne peut l'être le fonctionnement des rhizobiums dans les légumineuses. Et puis, la mort des légumineuses, de leur partie aérienne, en tout cas au moins de leur partie racinaire ou de ces bactéries, tout ça suit la décomposition. Et au bout d'un chemin qui est moins direct, j'ai transformé l'azote atmosphérique, j'ai transformé un gaz atmosphérique en fertilité pour les plantes, qui va pouvoir ensuite boucler dans ce sol. Vous voyez que finalement, le sol est un mélange de matière organique, d'atmosphère et de roches, qui sont en attente d'être utilisés par le vivant et qui, lorsqu'ils sont utilisés par le vivant, eh bien, libère la fertilité des sols. En fait, on vient ici de faire, j'allais dire chimiquement, les sols. Mais il nous manque encore un aspect qui est l'idée que ces sols sont en mouvement. Alors, c'est une idée qui n'est pas intuitive dans la mesure où le sol est associé à la notion de substrat. Les plantes s'enracinent dans le sol parce que c'est quelque chose qui, sauf exception, ne bouge pas. Mais néanmoins, il y a plusieurs choses qui mélangent les sols. D'abord, il y a les animaux fouisseurs. Mais parmi les animaux, il y en a notamment un qui non seulement est fouisseur, mais en plus a un rôle très important pour d'autres raisons, ce sont les vers de terre. Ils mangent de la matière organique, mais en fait, ils ne digèrent pas très très bien la matière organique morte, notamment pour ce qui est de la cellulose, et alors plus encore de la lignine, ils sont absolument infoutus de la digérer, et c'est dommage, parce que c'est 90% de la biomasse sèche des déchets végétaux qu'ils absorbent. En réalité, c'est surtout les microbes qui attaquent cette matière organique qu'ils vont digérer. Et pour bien extraire le peu qu'ils peuvent digérer de ces végétaux et des bactéries, ils doivent bien broyer ça, donc ils ont un gésier où ils mettent des grains de sable qui leur permettent de broyer l'ensemble. Et comme broyer de la matière organique, ça libère les toxines héritées de la plante. Je vous rappelle que les toxines comme les tanins, les terpènes, les alcaloïdes, c'est si toxique que la plante ne peut pas les remobiliser à la chute des feuilles ou à la chute des parties mortes. On ne fait pas circuler ces choses-là. Elles meurent là où elles naissent, dans la vacuole. Par contre, quand le ver de terre broie tout ça, il libère donc des particules, des tanins, des terpènes, des alcaloïdes extrêmement toxiques, et il mange donc une énorme quantité d'argile qui lui permet d'absorber ces toxines et d'éviter qu'elles rentrent dans son organisme. C'est une recette que les Corses utilisaient en période de disette quand ils étaient obligés de faire du pain avec de la farine de gland. 10% d'argile dans la farine, pétrir très longtemps, ça absorbe les tanins toxiques des glands. Voilà, une recette qui permet de manger du pain de gland sans avoir à sélectionner les chaînes. Bon, alors donc, vous comprenez que dans les crottes, il y a tout ce qui n'est pas digéré, évidemment, et plein de matière organique, plein de matière minérale. Donc déjà, le turricule en lui-même est un mélange de composants du sol. Et en plus, comme il est déposé en surface, parce qu'il est hors de question, tout ça, ça veut dire que le ver, il va absorber 20 fois son poids par jour, comme il est absolument hors de question
de faire 20 fois son poids par jour de crottes dans son tube, eh bien, il fait ça en surface. Et regardez, il est en train d'enfouir, ces crottes sont en train d'enfouir la matière organique qui s'est déposée en surface. C'est d'ailleurs quelque chose que Darwin avait repéré, qui avait suivi lentement l'enfoncement d'un lit de poudre de craie qu'il avait déposé dans son jardin. C'est ce qu'il rapporte. Alors donc, il avait une vitesse d'enfouissement qu'il avait calculée et qu'il rapporte dans son dernier livre sur la terre végétale et l'action des vers de terre, son dernier livre de 1881, où il rapporte une vie d'observation. Je vous rappelle par détail et par anecdote que quand il revient de son voyage sur le Beagle, il va faire un exposé à la Royal Society. Tout le monde est très excité de découvrir, d'entendre de sa bouche ce qu'il a vu dans son voyage, et il leur parle. Il est jeune, il a une vingtaine d'années à l'époque, de vers de terre. Donc ils sont absolument dégoûtés. Et lui, il va passer sa vie à peaufiner ce qui sera son dernier ouvrage. Et d'ailleurs, il assimilait le labour à un gigantesque travail de vers de terre, mais on verra tout à l'heure que ce n'est pas exact. J'en reviens à ce qui laboure. Bien sûr, ce qui laboure naturellement, ce qui mélange naturellement. Bien sûr, il y a les animaux. Le paroxysme, c'est les vers de terre parce que leur façon de manger mélange aussi. Mais tous les animaux, en se déplaçant, mélangent, perturbent. Il y a aussi les végétaux. Et ça passe assez inaperçu. Mais si on se souvient de comment fonctionne le végétal, la racine grandit dans le sol de façon intrusive. Ça demande du mucilage. Elle rejette énormément de sécrétats. Notamment, par exemple, les flavonoïdes qui attirent les rhizobiums dans le cas des légumineuses. Mais pas que. En gros, elles restructurent leur environnement en le rendant plus hydrophile avec du mucilage et en le rendant plus inhospitalier à des plantes et des champignons indésirables et plus hospitalier à des microbes désirables. Tout ça, ça veut dire que la rhizodéposition, c'est-à-dire ce que dépose la racine de son vivant, c'est 10 à 40% de la photosynthèse. Ensuite de quoi, la plupart des petites racines meurent sans devenir grandes. Et donc, tout ce qui n'est pas récupéré reste en place. On pense que la plante dépose entre 1 et 5 fois autant de carbone dans le sol qu'elle en dépose sur le sol par ses parties mortes. Donc, la plante est une machine à enterrer du carbone. Mais c'est aussi une machine à extraire des ressources minérales qui montent vers les parties aériennes, vivent, et meurent là, et reviennent avec les feuilles en surface. Alors évidemment, cet effet-là, de mélange, de brassage, il est moindre que celui des animaux, mais il est. Et notamment, en termes d'enfouissement de carbone, il est sans doute encore plus efficace que l'action animale. C'est l'extraction minérale et la remontée minérale qui est peut-être moins forte. Alors, il ne faut pas oublier non plus que, quand on va sur un ordre de grandeur encore décroissant dans les mélanges, les filaments de mycélium en croissant ramènent des matériaux qu'ils ont exploités là où ils existent déjà et les déplacent vers les endroits où les filaments croissent aussi intrusivement que croissent les racines. Et ça, cette capacité de déplacer les choses, elle a été convoquée par les plantes dont les racines sont 9 fois sur 10, non pas des racines, mais à la fois des racines et du mycélium de champignons. Alors c'est là-dessus que travaillent les équipes de recherche que j'ai la chance d'animer, donc au muséum et puis à l'université de Gdańsk en Pologne. Et en fait, c'est l'idée que certains champignons du sol, outre leur mycélium dans le sol, pénètrent à l'intérieur de la racine, qui n'est donc pas seulement une racine, mais aussi du mycélium. Elle est donc à la fois racine et champignon. On parle de mycorhize, et 9 plantes sur 10, en fait, sans mycorhize et dans des sols ordinaires en termes de fertilité, ne savent pas pousser correctement. En fait, je vais vous dire, les algues sont sorties de l'eau uniquement parce qu'elles ont trouvé une association des champignons qui ont été faire les courses dans le sol. Car au début, les algues n'avaient bien sûr pas de racines. Donc c'est une histoire qui est aussi vieille que les plantes. Et finalement, le scénario où une plante se débrouille, 1 cas sur 10, sans champignons, qui est un scénario de sol riche, tous les crucifères, voire des plantes pionnières, parce que là, il n'y a pas de champignons, ce scénario-là est exceptionnel et secondaire. La racine a d'abord existé comme mycorhize. Puis, des fois, elle s'est affranchie du champignon. En tout cas, cette association est effectivement une association où, de nouveau, c'est le sucre qui paye. Et ce qui arrive du sol, c'est l'eau, les sels minéraux et des oligo-éléments, tout un tas de choses qu'en fait, le champignon va chercher, car il démultiplie le contact avec le sol, et c'est très important pour des ressources peu mobiles comme le fer ou le phosphore. Il démultiplie ce contact en réduisant le coût de mise en place d'un facteur 100. Vous voyez qu'on est sur un rendement de 100 millions de %. Le sucre qu'une plante met dans la mycorhize, c'est un placement à 100 millions de %.
Ça laisse songeur, mais ça montre les effets des multiplicateurs dont sont capables les organismes vivants. Et puis en plus, ce qui n'a rien à voir avec la capacité de transport, qui était mon idée, les déplacements, les mouvements dans le sol. Mais au passage, je vous rappelle que pour le champignon, la racine, c'est le garde-manger. Et donc, tout ce qui améliore la santé de la racine améliore la survie et la valeur sélective du champignon. Donc, ils ont empilé dans l'évolution tout un tas de façons de protéger la racine, à la fois de toxiques du sol comme le calcium. La plupart des plantes calcicoles ne sont pas calcicoles s'il n'y a pas de champignons. Voilà, toxicité du calcium, mais aussi toxicité ou plutôt danger des prédateurs. Il y a une protection phytosanitaire par ces racines, enfin par les champignons de la racine. Alors, le sous-produit de tout ce que j'ai dit, c'est les trous. Oui, parce qu'il faut mettre en place des trous. Depuis tout à l'heure, on dit qu'il y a de l'air et de l'eau qui traînent dans le sol, mais il faut que cette eau et cet air circulent. Que sont les trous dans un sol ? C'est les trous de vers de terre, c'est les trous de passage d'amibes, c'est les trous résultant de la mort d'un filament de champignon, c'est les trous résultant de la mort d'une racine, ou du passage d'un rhizobium qui se dirige vers une légumineuse. Les derniers trous que j'indique vous paraissent peut-être misérables, mais c'est ceux qui ont des capacités capillaires. Hein. Donc c'est ceux qui retiennent l'eau, ceux-là. C'est ça qui fait les trous qui retiennent l'eau. Et en plus, ces trous-là, ils ont tous une caractéristique, c'est qu'ils sont enduits de matière organique. Reste de la racine, reste du filament, mucus de vers de terre, ou encore produit d'exocytose, pour parler techniquement, caca d'amibe, quoi, pour parler familièrement. Quand une amibe passe, elle laisse tout un tas de trucs qu'elle n'a pas digérés, des cadavres de bactéries. Un tiers de l'azote bactérien que mangent les amibes finit sous forme d'azote organique tartiné sur les parois de la zone où s'est déplacée l'amibe. Et ça fait une colle qui enduit les morceaux et qui stabilise le trou. Un bon trou, c'est un trou collé à la matière organique. C'est un trou issu de la vie. Tout autre trou est destiné à s'effondrer. On y reviendra. Alors, le sol, il a d'autres fonctions que je vais brièvement aborder, mais qui montrent qu'on ne peut pas voir le sol comme lui-même et que cette diversité fonctionnelle, elle a on pourrait dire des services écosystémiques. Je n'aime pas ce mot, moi, pour plein de raisons, que je partage avec Virginie Maris, et que Virginie Maris, donc, qui est une philosophe de l'environnement du CNRS, explique mieux que moi. Donc, je ne vais pas vous entretenir là-dessus, mais en fait, je parle de ça. Le premier, c'est le climat. L'effet de serre a de tout temps été vital sur Terre, puisque sans lui, il ferait moins 18 degrés, et rapidement, la prise en glace des océans et l'augmentation de l'albédo du globe terrestre descendrait la température à moins 50 degrés. Donc, c'est un petit peu heureux qu'il y ait de l'effet de serre. Et de tout temps, le sol a mis son écho là-dedans, en respirant. Mais aussi dans les endroits où le sol est ennoyé, où l'oxygène ne parvient pas, en respirant, ça c'est des bactéries qui sont capables de faire ça, avec des accepteurs d'électrons différents de l'oxygène. Ça, vu de la surface, c'est bizarre, mais on peut respirer sans oxygène, on peut respirer au CO2, ça fait du méthane. C'est ce que font les bactéries des méthaniseurs, par exemple. On peut respirer au nitrate, et ça fait du protoxyde d'azote. Bon, alors, ces opérations-là sont moins rentables que celles-là. Donc, celle-là a la priorité. Partout il y a de l'oxygène. Mais faute d'oxygène, il faut se contenter de merles, et les merles, ils sont là. Voilà. Et ça donne aussi des gaz à effet de serre, puisque le méthane est 50 fois plus efficace que le CO2 per capita dans l'effet de serre, et là on est sur un facteur 240 à 300 fois plus efficace. Ce sont des gaz à effet de serre puissants qui se dégagent. Alors, nos gestes, d'ailleurs, souvent augmentent la contribution du sol à l'effet de serre. Le labour en aérant le sol, même si c'est que transitoire parce que ces trous-là s'écroulent, il libère du CO2, et on compte qu'entre le défrichement et le retournement du sol, l'humanité a libéré 2 fois plus de CO2 en 8-10 000 ans qu'elle n'en a libéré en 200 ans depuis qu'elle utilise des combustibles fossiles. Sauf que sur ce temps-là, ça a plutôt empêché un retour en glaciation, empêché un refroidissement climatique, stabilisé le climat, alors que ça, c'est en train de faire des bêtises, évidemment, dont on ne veut pas. En tout cas, labourer, c'est faire du CO2. Les sols européens ont perdu 50% de leur matière organique depuis 1950. Cherchez pas où est le carbone. Hein. Vous le respirez. Quand on irrigue, ça produit davantage encore de méthane et de protoxyde d'azote, surtout si on met des engrais sous forme de nitrate, qui sont des poussocrimes pour le processus dit de dénitrification, qui est cette respiration au nitrate. Alors ça, c'est tout à fait paradoxal. Hein. On finit par avoir une carte de France des émissions de protoxyde d'azote qui dessine les zones agricoles. Sauf celles où le sol est sec. Et pour ceux qui ne savent pas bien où est la Limagne, on la voit comme le nez au milieu de la France. Voilà.
80% du protoxyde d'azote produit par l'homme en France vient de notre gestion des sols. Ce n'est pas un polluant industriel, le protoxyde d'azote. Alors c'est paradoxal, et ça montre combien l'ignorance tue. L'ignorance des mécanismes tue. C'est paradoxal parce qu'en fait, les sols, c'est une solution. Tu l'évoquais, en fait. Bon, alors je vais prendre ma casquette d'ambassadeur du 4 pour 1000. Hein. On sait, par calcul, et je vais vous montrer ensuite que c'est qu'un ordre de grandeur, bien sûr, mais que si on augmente tous les ans la teneur des sols de 0,4%, soit 4 pour 1000, d'où le nom de l'idée, ça, de tous les sols du globe, ça annule la production de CO2 par l'homme cette année-là. Alors bien sûr, premier point, c'est pas une raison pour continuer à en produire, c'est plutôt pour résorber ce qu'on a émis déjà et dont on ne saura que dans 10 ans ce que ça donne en termes climatiques. Hein. Vous connaissez ce facteur retard. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas faire ça partout, évidemment. Certains sols ne s'y prêtent pas. Si votre sol a moins de 10% d'argile, vous pouvez mettre toute la matière organique que vous voulez dedans, c'est fini. Et puis moi, je ne me vois pas aller déposer des poubelles en Patagonie. Hein. Bon. Mais ça montre qu'on a un levier à mettre en cocktail, d'autant plus qu'une fois qu'on a mis la matière organique dans le sol, nos enfants ils peuvent faire des forêts, des carottes, des fraises comme ils veulent, tandis que quand on a planté une forêt, ils gardent sous forme de forêt. Alors d'ailleurs, on plante des plantations, pas des forêts. Hein. Donc ils auront sous forme de plantation dans leur décor et occupant leur territoire, en une forme de préemption sur les générations suivantes, ils auront les vacances aux Seychelles de mamie machin et les déplacements professionnels de papa truc. Oui, les plantations, c'est des montagnes de déchets. Que ce soit une façon de faire, pourquoi pas, dans un cocktail. On ne peut pas se limiter à ça. Alors, quelle matière organique on a dans les sols ? C'est simple. Hein. Nos sols, ils sont bruns une grande partie de l'année. Moi, ce que je propose, c'est les cultures... Alors, c'est pas moi qui le propose. Hein. D'autres le proposent. C'est les cultures intermédiaires où, au passage, vous devinez qu'on va fixer un petit peu d'azote, hein, qui vont faire de la matière organique qu'on va pouvoir abattre lors de la culture suivante. Je propose de ne pas opposer l'élevage et le végétal et de se rappeler que quand Sully disait que labourage et pâturage sont les mamelles de la France, il se plantait, vous allez voir, sur le labourage, vu d'aujourd'hui en tout cas. Mais par contre, sur le pâturage, c'était juste pour avoir du fumier. Donc le fumier, et le fumier notamment de l'homme. Alors, je continue avec un autre paramètre qui est le cycle de l'eau. L'eau qui tombe, elle est retenue par les sols, et dans les sols, elle sert à alimenter les plantes. Vous voyez ce qu'il faut, hein, pour un hectare de forêt, il faut 3 mm d'eau par jour. Avec 200 jours de végétation, ça fait 600 mm. C'est la limite pour une forêt. Tout ce qui n'est pas exporté, c'est quand même 60 à 80% qui repart vers l'atmosphère, va lentement aller vers les nappes phréatiques et les rivières et maintenir le débit des rivières. Quand on imperméabilise, on limite ce facteur retard et on contribue à augmenter l'intensité des inondations. Donc vous voyez que le cycle de l'eau, il est fabriqué avec les sols. Et puis la dernière chose, c'est que quand on regarde où est-ce que c'est fertile dans les océans, c'est toujours sur la côte. Alors il y a des régions dites d'upwelling où des remontées d'eau profonde expliquent les choses. Mais en réalité, quand on regarde ces endroits-là, c'est tout simplement que la fertilité des sols finit dans les rivières, puisque je vous ai dit que l'eau des sols finit dans les rivières, elle emmène une partie de la fertilité et la restitue au littoral. Vous comprenez pourquoi le Brexit est une catastrophe, c'est que les eaux fertiles sont les eaux qui sont le long des littoraux. Et la fertilité de l'océan, elle est construite par les sols. Ainsi, ici, non seulement les tomates et le vin viennent directement du sol, le gruyère et les petits lardons que vous voyez là-haut un peu plus indirectement, mais même les fruits de mer viennent du sol. Je vous avais parlé de placenta, je ne vous ai pas menti. Et les fonctions du sol s'étendent bien au-delà du sol. Pour autant, nous ne leur rendons pas justice. Je l'ai dit, quand on laboure, par exemple, on détruit la matière organique des sols, mais surtout, on détruit la vie des sols. Ici, les oiseaux qui sont en train de voler ne sont pas venus voir la marque du tracteur, hein. Ils sont venus manger des oiseaux. Et moi, j'ai surtout mal aux champignons quand je vois ça. Vous ne trouverez jamais un rond de sorcière, bien sûr, sur un sol labouré. Et d'ailleurs, il y a des espèces de champignons qui disparaissent quand on laboure. Alors, quand on regarde les bactéries, par contre, il y a plus d'espèces de bactéries parce que non seulement certains champignons compétiteurs ont disparu, mais en plus, on aère fortement le sol et des bactéries exigeantes en oxygène finissent par se développer. Et si vous faites le total en nombre d'espèces, ce qu'il ne faut jamais faire pour la biodiversité, vous obtenez le même nombre. La biodiversité, ce n'est pas un nombre d'espèces. C'est un nombre d'individus dans l'espèce, ça c'est la diversité génétique, et c'est aussi la diversité des fonctions. Et il y a beau avoir plus de bactéries, les bactéries ne font pas des mycorhizes, hein, par exemple. Donc fonctionnellement, cela cache des fonctions qui ne seront pas acquises. Les sols agricoles de France, regardez le bassin parisien, Languedoc-Roussillon, le bassin aquitain sauf la forêt des Landes,
les sols agricoles manquent de matière organique. Je vois très bien la forêt de Fontainebleau, la forêt de Chantilly, là. Il manque de matière organique. Je vous l'ai dit, perte de 50% depuis les années 50. Et ça, c'est dramatique parce que la matière organique, c'est ce qui tient le sol. Non seulement c'est ce qui explique la réserve en eau, on dit souvent la source de ce chiffre n'existe pas. Donc c'est peut-être un hoax, hein, mais on dit souvent 1% de matière organique, 10 mm d'eau de pluie retenue. Bon, je n'ai jamais trouvé la source. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en plus de retenir l'eau, ça retient les morceaux entre eux. Ça stabilise des trous, mais ça stabilise le sol. Et aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, quand il pleut, on a des désastres comme ça. 100 mètres de diagonale, 1,50 m de dénivelé. Et d'ailleurs, là où on laboure depuis longtemps, il y a les fameux sols méditerranéens qui sont pauvres, et ils ne sont pas pauvres, ils le sont devenus. Si on a mis des villes dans ces zones-là, en Méditerranée, dans l'Antiquité, c'est qu'il y avait des sols épais. Donc vous voyez qu'à court terme, il n'y a pas d'erreur sur le labour, il désherbe, il aère, et il remonte la fertilité. Mais à long terme, il a tout un tas d'effets qui fait qu'il n'est pas une option, contrairement à ce que pensait Sully. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des gens qui savent faire non labouré et couvert. Et vous voyez qu'ici, par exemple, après la pluie, ce sol qui est plus noir parce qu'il est plus riche en matière organique, eh bien, il est plus troué, il a bu l'eau que n'a pas bu le sol labouré. Alors, j'en ai pour 2 secondes, mais je voudrais juste terminer sur le fait qu'il y a des intrants qui ne sont pas jouables. Et alors là, justement, c'est vrai que pour les agriculteurs labourés, c'est un peu difficile de jouer sans eux, mais des intrants comme le glyphosate abîment les vers de terre, abîment les spores des champignons mycorhiziens et ne sont donc pas à terme des perspectives. L'autre chose, c'est les engrais minéraux. Vous voyez que quand on met des engrais minéraux, les plantes congédient les champignons mycorhiziens, les champignons qui les nourrissent, elles n'ont plus besoin de ces champignons, mais la charge pathogène restant la même, elles deviennent plus dépendantes de pesticides puisqu'elles sont moins protégées. Et puis ces engrais minéraux, ils ont un autre défaut, c'est qu'ils suivent la piste que je disais et ils finissent à la mer. Et ça, c'est un vrai désastre. L'alternative, on la connaît, c'est de chercher l'azote et le phosphate qu'il y a dans la matière organique, ou encore pour l'azote, celui de la fixation biologique. Mon dernier point, et je voudrais conclure là-dessus, c'est que tout ça ne tue pas les sols, ça les affaiblit. Ce qui tue les sols, c'est ça, l'artificialisation. Et je voudrais de façon extrêmement véhémente dire à quel point le Sénat est en train de réaliser une opération criminelle pour les générations suivantes, en détricotant la loi zéro artificialisation nette. L'artificialisation, c'est un cancer qui est en train de miner nos sols agricoles et qui recouvre les plus beaux d'entre eux, car les villes ont été installées là où il y a les plus beaux sols et le plus de ressources, évidemment. 10% de la surface agricole perdue depuis 1970, en 50 ans, ça veut dire la surface de PACA, retirée de la bouche de nos enfants. Nos 29 millions d'hectares de surface agricole sont complétés par 9 autres millions d'hectares à l'étranger pour assurer notre suffisance alimentaire. Je ne parle que de ça, je ne parle pas des matériaux. Aujourd'hui, nous sommes en dépendance alimentaire pour de nombreux produits et nous sommes en train d'imaginer des formes d'agriculture qui seront peut-être, au moins transitoirement, pas aussi rentables. Et la chose à ne pas faire, c'est de perdre des terres agricoles. Nous sommes en train de le faire et la loi zéro artificialisation, bref, la loi ZAN avait cet intérêt pour la génération suivante, 2050, de limiter l'artificialisation des terres agricoles. Aujourd'hui, elle est complètement détricotée. Et dans notre dos, et pour des raisons qui sont explicables dans la logique de développement local des maires et des collectivités territoriales, on est en train d'affamer nos enfants. Et je parle de crimes contre nos enfants à dessein, car ça s'ajoute à tout un tas de choses qu'on fait et qu'on ne devrait pas faire. Et si vous voulez aller plus loin, vous pourriez presque lire un livre qui prétendrait que les sols sont l'origine du monde, tel que nous le connaissons au moins. Mais plus que l'origine du monde, ce que j'ai voulu vous dire, et notamment vers la fin de mon exposé, c'est que c'est peut-être aussi l'avenir du monde qui est entre les mains de la façon dont nous gérerons les sols. Merci beaucoup. Merci Marc-André pour cette présentation et qui va, à n'en pas douter, générer beaucoup de questions. Je ne ferai aucun commentaire sur les corses et les glands ou la disparition de PACA, mais bon, j'espère que nous n'avons pas de questions de Corse dans la salle. Alors, qui veut poser la première question ? C'est toujours la première qui est la plus compliquée, donc on va prendre la deuxième. Il n'y a pas de deuxième non plus ? Non ? Ah voilà. Au milieu, il y a Cécile. Ah non, il y a une au fond, je n'ai pas vu, qui est derrière le poteau. Alors, au fond et après, juste devant les caméras.
Non, mais j'avais les sénateurs, mais en fait, un sénateur qui ne pense pas à la génération d'après, problématique d'âge, non? On risquait pas qu'il y en ait dans la salle, surtout. Enfin, à moins que je me trompe. Bonjour, Jean-Marc Chaunet, exploitant agricole en Lorraine, Grand Est, membre du réseau Base. C'est un plaisir de venir vous écouter, que ce soit à la radio, en visioconférence, durant le Covid, au CNHF, et puis bien sûr, dans différentes manifestations agricoles, notamment chez Orch. Je reviens vers vous par rapport à une chose que j'ai découverte au SIAG la semaine dernière, où Christian Huyghe était. Je vous avais posé la question sur la phagothérapie. Vous avez fait mention lors des visioconférences au CNHF. L'histoire des amibia, il y a une start-up qui travaille dessus. Bon, c'est en cours de... Je suis preneur de données, je ne savais pas. Savoir quel serait l'impact de ces nouveaux outils de protection du végétal, parce qu'on est quand même soumis à de la non-production, qu'elle soit saine, loyale et marchande. Au même titre que l'eau doit être potable. Et la ressource des sols, bien sûr, préservée. Merci. Alors bon, je pense qu'il y a beaucoup, et ça c'est le principe de l'agroécologie, c'est de se servir de nos connaissances écologiques comme d'une trousse à outils. Il y a beaucoup d'outils qui nous viennent de l'écologie et vous le savez déjà, en lutte biologique, souvent on mobilise des insectes, des choses comme ça, mais peut-être que demain on saura mobiliser plus des virus contre des bactéries ou même contre des insectes. Ces virus, ils ont l'intérêt d'être spécifiques. Alors, c'est pas à vous qu'on racontera que les virus, des fois, changent pas d'hôte. Mais enfin, ils changent d'hôte à petite distance phylogénétique et en tout cas, ça a deux avantages. Le premier, c'est que vous êtes plus chirurgical dans l'intervention. Après, il y a toujours un risque, mais il faut se placer en coût-bénéfice, toujours. Il n'y a pas de panacée. Donc, ils sont plus chirurgicaux et ça a un intérêt, c'est que en fait, les résistances qu'ils sélectionnent, ils les sélectionnent que sur la population cible. Alors que quand vous mettez un antibiotique qui est à spectre large, les résistances peuvent apparaître dans toute la base de sélection que représente toute la communauté bactérienne. Puis ensuite, vous savez, les gènes, ça se balade, notamment chez les bactéries. Donc en fait, vous augmentez fâcheusement la chance de voir apparaître quelque chose qui casse votre mécanisme de lutte. Et ça, c'est des victoires à la Pyrrhus qu'on a aujourd'hui avec la lutte chimique ou surtout les luttes chimiques. C'est des victoires à la Pyrrhus parce que le lendemain, on a sélectionné des résistances parce qu'on a une base trop large et en plus, on ne préserve pas les agents positifs qui sont phylogénétiquement proches de ceux qu'on veut détruire. Une antibiothérapie, ça détruit les bactéries protectrices. Vous avez vu que les herbicides peuvent détruire aussi des éléments de la vie du sol. Donc quelque part, on a vraiment besoin d'outils plus chirurgicaux et on en a dans la trousse à outils du parasitisme. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas besoin que l'INRA mette les doigts là-dedans pour voir qu'est-ce qui est effectivement ou non jouable à grande échelle. C'est en fait comment on arrive à déplacer des équilibres sans les perturber fondamentalement. Alors il y a Jean-Paul et après il y a Cécile. Donc Jean-Paul a le micro et après Cécile, tu as le micro, Cécile? Non, il n'y a pas encore de micro qui va arriver. Et après on prendra 2 questions online. Vas-y Jean-Paul. D'accord, merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Et j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs votre spot sur l'artificialisation des sols qui était très, très intéressant. Alors ma question est la suivante. Vous avez présenté beaucoup de choses qui selon vous ont des effets négatifs sur le sol, etc. Et donc, en creux, on devine ce qui pourrait être positif. Mais est-ce que vous pourriez être plus explicite sur votre vision d'une agriculture, on va dire, voilà, plus positive, enfin bref. Je vous ai pas laissé qu'avec des problèmes. J'ai parlé d'engrais organiques, j'ai parlé d'agriculture non labourée, comme celle que font les gens de l'APAD. Mais aujourd'hui, on se retrouve en fait avec 2 grandes directions d'évolution qui sont à la fois parce qu'elles sont très corsetées dans l'interdit, assez peu compatibles entre elles, et à la fois insuffisantes. Je m'explique. L'agriculture biologique proscrit tous les produits chimiques. Bon, elle tolère quelques intrants comme le cuivre qui ne sont pas parfaits, mais enfin, elle élimine quand même une bonne dose de problèmes, et de problèmes notamment pour la santé des agriculteurs et des consommateurs, et aussi la santé des sols. Donc, c'est un pas dans une direction qu'on va dire plus lumineuse. Bon, sauf que elle a le droit de labourer, hein, c'est pas dans son cahier des charges. Et à un moment, même pour désherber, si on n'a pas d'herbicide, il vaut mieux griffer le sol. Et même quand on commence par très superficiellement, c'est là qu'est le maximum de vie. Puisque vous savez, on dit souvent, ça vaut ce que ça vaut, 20 premiers centimètres, 80% de la vie. Bien. Donc, elle n'est pas parfaite en termes de sol. Même si elle amène de la matière organique au sol, c'est pas parfait. En plus, elle aide à respirer puisqu'elle travaille le sol.
au moins à grande échelle, hein, je ne parle pas dans un jardin, on peut désherber à la main. Bon. Deuxième axe, l'agriculture de conservation. J'ai montré un champ qui n'était pas labouré, mais ce champ-là, au moment où il faut mettre la culture finale, il a beau avoir été couvert entre-temps, il faut abattre cette culture et donc on travaille au glyphosate. Parce qu'on n'a pas toujours la chance de travailler dans un milieu gélif, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus brûler ça, et qu'on a donc un problème, si on coupe la surface, toutes les plantes à plateau de talage, tous les graminées à plateau de talage finissent par envahir le système. Donc on a besoin de glyphosate. Alors on sait aujourd'hui que glyphosate c'est mieux que labour, mais enfin je vous ai quand même montré que c'était pas bien. Et donc il y a un pas dans une direction lumineuse, mais il y a un produit chimique dont on aimerait se débarrasser. Bon, on a, je crois, déjà discuté ensemble de ça. Il y a des perspectives à l'INRA de travaux mécaniques assez superficiels et on arrivera sans doute à s'en sortir. Mais en fait, on remarque que ces deux types d'agriculture s'opposent puisqu'ils ont chacun recours à un truc que l'autre interdit. Et moi, j'aimerais qu'un jour, on soit un peu plus souple, qu'on se dise, oui, peut-être des fois un pesticide, pourquoi pas. Oui, peut-être des fois un labour, pourquoi pas. Si c'est exceptionnel et terroir dépendant. Merci. Alors, Cécile... Et après 2 questions en ligne, on va avoir un tout petit peu de retard. On va essayer de faire des questions courtes et des réponses courtes. Voilà, je vais essayer. C'est pas vraiment une question, c'est une voilà, bref. Cécile Claverol, je suis de France Nature Environnement et je représente France Nature Environnement au Conseil économique, social et environnemental. Et je me permets de prendre la parole parce que vous avez cité le Sénat. Le CESE vient d'adopter la semaine dernière un avis sur le sol et le foncier. Et dans cet avis, en préalable de cet avis, sont cités une grande partie de ce que vous avez dit ce matin, et je me suis régalée à vous écouter. Dans cet avis est citée notamment Virginie Maris. Voilà. Et cet avis, notamment, espère contrer, entre autres, la démarche qui est en cours au Sénat. Donc, encore une fois, le CESE, c'est la société civile. Le CESE n'a qu'un rôle consultatif. Donc voilà, on en fait ce qu'on en veut. Mais je vous invite à lire cet avis du CESE qui est téléchargeable sur le site. Le titre est éloquent, du sol au foncier, des fonctions aux usages, quelle politique foncière. Voilà, donc je m'arrête là pour pas faire plus long, mais, oui, mais merci alors, beaucoup. Je vais vous faire passer ma carte, parce qu'il faut absolument qu'on parle. J'ai quelques idées que j'aimerais partager avec vous là-dessus, et j'aimerais avoir un lien très clair pour ça. Avec grand plaisir, merci. Merci de ça, et désolé que vous soyez consultatif. Moi, je le suis même pas. Hein. Mais alors, 2 questions en ligne, vas-y, donne les 2 questions, et après, on aura les réponses. Et on s'arrêtera là. De manière très synthétique, il y a beaucoup de questions sur le labour, mais on en a déjà beaucoup parlé. Notamment, n'est-il pas possible de labourer en bio, notamment si on accompagne d'apports de fumier, matière organique, etc. Une autre question, toujours sur le labour, certaines expérimentations montrent que le stockage de carbone est peu modifié par le labour selon des résultats d'instituts techniques. Bon, ça, c'est tout un ensemble de questions sur le labour. Il y en a une autre aussi intéressante. Nous observons des taux de matière organique dans les sols de l'ordre de 4 à 6% sur nos parcelles agricoles en Charente-Maritime. Est-ce si faible que ça ? En fait, quel est le bon taux de matière organique ? La dernière question, en fait, je ne sais pas répondre. Moi, je ne suis pas assez bon en sol pour ça. Hein. Je ne connais pas ce terroir, je ne connais pas quels sont les minéraux qui sont là, donc je ne répondrai pas à une question aussi précise. Rappelez-vous quand même que même si je gesticule sur plein de trucs, je ne suis qu'un microbiologiste du sol. Donc je ne vais pas répondre sur cette question précise, mais sur le labour, là, par contre, j'ai une certitude en moyenne. On voit très bien la réduction du stock de matière organique, je l'ai dit, 50% depuis les années 50 hein, en Europe. On voit bien qu'il y a effectivement un lien entre le labour et la teneur en matière organique. Et puis il y a plein d'autres paramètres qui montrent que le labour n'est pas jouable sur le long terme, même si sur le court terme, ce n'est pas une erreur. Sully ne se plantait pas à court terme, mais il nous plantait à long terme. Et ça, c'est un truc important, c'est que le labour, aujourd'hui, il est emblématique de l'agriculture. C'est le geste par essence agricole. Pensez par exemple à ce syndicat qui s'appelait le Sillon. Hein, syndicat chrétien socialiste représentant l'agriculture dans les années 30-40. Bon, il y a toujours une revue agricole qui s'appelle Le Sillon. Bon, alors en plus, voilà. Mais non, mais moi j'ai fait des concours de labour quand j'étais petit. D'ailleurs, j'étais très mauvais. Ce qui montre que c'est peut-être pas moi l'homme qu'il faut penser pour l'agriculture. Mais je veux dire par là que on a du mal à se départir de ça. Mais bon, on commence à avoir des perspectives pour faire sans. Et j'aimerais vous rappeler que quelque part, il faut arrêter d'être centré sur la pensée occidentale. Je vous rappelle que les Amérindiens ont bâti d'énormes civilisations sans animaux de trait et donc sans labour. Alors certes, avec beaucoup de main-d'œuvre.
Mais le labour n'a jamais été obligatoire dans l'agriculture. Et eux, en plus, avaient développé avec la mille-pas des méthodes de couvert, hein, puisque c'était les courges qui servaient en fait à couvrir en couvre-sol, des méthodes de couvert qu'on commence à voir apparaître en agriculture de couvert. Moi, j'ai vu un champ qui était à 7 ans de trèfle rampant comme couvert, permanent, et apportant de l'azote, et qui recevait des cultures différentes chaque année. Bon, alors pas de la patate, bien sûr, hein, ça c'est clair. Donc il faut nuancer, mais je pense parce qu'il y a des endroits où il faudra travailler le sol, je veux dire, faire de la patate sans... Bon, mais donc il faut de la nuance, mais la direction est claire. Le labour, c'est en moyenne non. Merci beaucoup. Ça, en fait, on pourrait passer la journée non pas sur les sols, mais sur le labour, en fait. Et effectivement, je te confirme, c'est pas évident les concours de labour, en fait. Alors, merci beaucoup. On est arrivé pile poil à l'heure. Bravo.